Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur Formula Wrestling. On se retrouve pour un tout nouveau podcast catchesque, le troisième numéro. J'ai l'honneur et le privilège de relancer ma série de podcasts sur le catch. Et on se retrouve du coup pour un podcast catchesque assez spécial puisqu'on va parler de WrestleMania 37 et plus précisément de WrestleMania 37, la nuit 1 de WrestleMania 37. La nuit 1, donc la nuit 1, c'est celle qui s'est déroulée dans la soirée du 10 avril au 11 avril 2021. Et du coup, eh bien, on se retrouve pour parler de ce pay-per-view qui est, vous le savez sans doute ou pas, le Super Bowl du catch. Donc c'est un des plus gros événements de l'année du côté de la WWE et plus particulièrement du côté du catch américain. Même si la WWE se veut plus sports entertainment, plus sport divertissement, eh bien c'est quand même un événement principal du catch. Alors voilà comment je vais présenter un petit peu mon podcast. Alors je vais résumer un petit peu le show. Donc je vais parler des événements qui ont eu lieu au cours de la soirée. Donc c'est-à-dire que je vais résumer un petit peu la plupart des événements. Je vais résumer les combats bien évidemment. Je vais donner mon avis après chaque combat, donc c'est-à-dire que, en gros, voilà comment ça va se présenter. Je vais, dans un premier temps, dire voilà, il y a eu tel segment, tel segment, tel segment. Ensuite, il y a eu tel match. Dans le tel match, il s'est passé ça, ça, ça. Et après le match, hein, après ma description du match plutôt, je vais donner mon avis. Voilà ce que je vais faire pour chaque match. Et à la fin, eh bien, je donnerai mon avis sur le show. Voilà, c'est comme ça que va se dérouler du coup ce petit podcast, ou plutôt ce gros podcast, puisque ça va être un podcast qui promet d'être assez long, sur la nuit 1 de WrestleMania 37. Et bien évidemment, on se donnera rendez-vous pour le numéro suivant, le numéro 4 de podcast Catchesque, où on parlera de la nuit 2 de WrestleMania 37. Alors pour commencer, on a le premier segment qui commence avec l'arrivée de Vincent Kennedy McMahon, et oui, le Chairman of the Board, le président de la WWE, le propriétaire, le Vincent Kennedy McMahon, du coup, qui arrive avec un petit message pour dire merci aux fans. C'est sans les fans, il n'y aurait pas de show de WrestleMania. Il dit notamment que, en fait, là, tout est possible sur WrestleMania 37 là, avec le public, est possible grâce aux efforts des Américains dans la lutte contre cette pandémie. Et du coup, il finit par souhaiter un bon show. Ensuite, après ça, on a bien évidemment l'hymne américain, donc chanté par Bébé Rexha. Je ne connais pas l'artiste, mais voilà, l'hymne américain était plutôt dans l'ensemble, je pense, bien joué, bien respecté. On a bien évidemment eu l'apparition des avions de chasse dans le ciel de WrestleMania, la traditionnelle arrivée des avions de chasse. Et puis, eh bien, on allait commencer, oui, je dis bien on allait commencer par le premier match, mais tout d'un coup la caméra se précipite vers les commentateurs, donc Samoa Joe, Michael Cole et Byron Saxton, sur les abords du ring, et bien évidemment, eh bien, ce match qui devait commencer ne commencera pas à l'heure prévue, puisque, vous le savez sans doute, vous qui avez suivi WrestleMania ou pas, il y avait un orage qui était prévu du côté de Tampa Bay en Floride, le lieu où il y a WrestleMania. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que la nuit 2 de WrestleMania est aussi en danger, puisque à l'heure où je vous fais ce podcast, il est aussi annoncé une pluie torrentielle pour la nuit 2 de WrestleMania 37, une pluie qui serait même plus forte que celle de la nuit 1. Voilà. Et j'aimerais aussi souligner aussi sur ce podcast qu'on a eu le droit à quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve. C'est le niveau des commentateurs français.
Alors, bien évidemment, je suis triste pour Raymond Rougeau et l'autre commentateur, nos commentateurs québécois. Parce que voilà, les commentateurs québécois, ça faisait des années qu'ils étaient à la WWE, qu'ils commentaient pour la WWE. Mais nous, en tant que Français, par exemple, on n'avait pas de représentants de la France. On n'avait pas Christophe Ajus et Philippe Chiro. Et bien cette année, la WWE a décidé de mettre les petits plats dans les grands et a décidé d'appeler Christophe Ajus. Alors, Christophe Ajus n'est pas avec Philippe Chiro, je ne sais pas pourquoi. Mais sur le WWE Network, dans l'option langue, vous aviez le français avec la voix de Christophe Ajus et de Nadir Mohamedi. Si je dis pas de bêtises, c'est bien Nadir Mohamedi qui était au commentaire donc avec Christophe Ajus pour la version française du WWE Network. Donc le show de WrestleMania nuit 1 en français. Après, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai je ne l'ai pas vu en français. Bon, j'ai vu quelques petits passages vite fait pour voir, parce que bah, j'étais un petit peu curieux dans le tout début du show. Et on a eu une demi-heure, près d'une demi-heure de... Excusez-moi, on a eu près d'une demi-heure de show où il ne s'est rien passé, où on était dans l'attente. Il y a eu de l'improvisation. Et à ce moment-là, j'avais décidé du coup de d'écouter la version française et c'est là que j'ai découvert que Christophe Ajus était au commentaire et ça fait extrêmement plaisir, un grand plaisir même de voir notre commentateur préféré, l'un de nos commentateurs préférés à WrestleMania, même si honnêtement j'aurais préféré que Christophe Ajus soit accompagné de Philippe Chéreau, puisque Philippe Chéreau et Christophe Ajus, vous le savez, hein, c'est vraiment la paire de commentateurs américains, la commentateur français pardon, la plus suivie en France et je pense que les deux auraient mérité d'être ensemble, surtout après que les pay-per-view aient été déprogrammés du groupe AB. Donc voilà, on a eu quand même un début de show assez particulier puisqu'il fallait improviser, donc on a eu WrestleMania repoussé de quelques minutes. On a eu MVP qui est venu en interview. On a eu Drew McIntyre. Bon, je vais pas parler exactement de tout ce qu'ils ont dit parce que sinon, je pense on va rester toute la nuit. Donc, on est revenu au présentateur de pré-show pendant près de 33 minutes. Pendant près de 33 minutes, le show sera arrêté. Donc, voilà, c'était quelque chose qu'il fallait souligner. Et donc, avec l'arrivée des co-hosts, donc Titus O'Neil et Hulk Hogan, on a eu un petit dialogue de bienvenue au Raymond James Stadium. Donc, du coup, à bout de 33 minutes, le show a finalement pu reprendre. Et donc, c'est à 2h39 du matin, heure de Paris, que le show a bien repris avec l'arrivée de Drew McIntyre sous la pluie, puis celle de Bobby Lashley, accompagné par MVP. Alors, un petit, un petit clin d'œil, enfin un petit clin d'œil, qu'est-ce que je raconte? Euh, je veux envie de souligner deux petits sujets, deux petits trucs importants à souligner pour ce match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre pour le titre de la WWE. Alors les deux sont des heavyweights, donc des poids lourds, donc ça promettait déjà un clash des titans entre les deux très grands et très forts athlètes. Et puis, ces deux catcheurs qui ont eu des chemins, on va dire, similaires entre guillemets. Pourquoi? Parce que tous deux ont quitté la WWE sans avoir remporté de titre majeur. Dans le cas, la WWE Title, le titre de la WWE. Puis, ils sont revenus et ont remporté le titre. Donc, Drew McIntyre est revenu à partir de 2017, je crois. Il est revenu à la WWE et ensuite a fini par remporter le titre de la WWE l'année dernière. Et puis Bobby Lashley est revenu en 2019, il me semble, et eh bien a fini par remporter le titre de la WWE très récemment lors d'un des pay-per-view les plus récents. Je crois que c'était, je me rappelle plus exactement, je sais plus si c'était le pay-per-view après le Royal Rumble, mais voilà, c'est à partir de là, contre The Miz, que Bobby Lashley a remporté son titre de la WWE à ce moment-là. Donc voilà, les deux avaient un trajet, on va dire, presque similaire, même si c'est pas vraiment similaire, puisqu'il y a quand même, je crois, une différence d'âge entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. Mais voilà. Donc du coup on va passer au match, on va passer donc du coup au commentaire du match, comme je vous ai dit précédemment.
Je vais commenter du coup ce qui s'est passé pendant le match, les grandes lignes finalement, et puis ensuite je vais donner mon avis sur le match. Alors le match commence par des prises au centre du ring, du coup puis ça accélère un petit peu, le rythme s'accélère un petit peu avec quelques ralentissements. Bon, c'est normal, il pleut, c'est assez glissant. On voit parfois Drew McIntyre on a vu McIntyre pardon, qui une fois a essayé de monter sur la troisième corde pour faire une prise à Bobby Lashley. Il a essayé de faire une souplex depuis la troisième corde dans le coin du ring et il a glissé à cause de la pluie justement puisque les cordes étaient assez glissantes. Donc on a vu très peu de fois les catcheurs se servir des cordes pour sauter. Un combat donc du coup comme je l'ai dit précédemment de deux poids lourds. Lashley qui prend le contrôle du match à un moment donné, il est puissant et ça se ressent. Il a une tentative de reprise de Drew McIntyre avec des atémis puis ensuite un armbar de McIntyre mais ça n'a pas suffi. Plus de coups de poing entre les deux côtés donc c'est assez équilibré au bout d'un certain temps. Puis une série de close line de Drew McIntyre. Et donc du coup il y avait aussi un bon dégagement de Drew McIntyre sur deux tombées. Et puis on a comment dire une contre-attaque de Drew McIntyre après s'être pris une bonne série de coups de la part de Bobby Lashley avec un Future Shock DDT. Alors il a tenté 2-3 Future Shock DDT, trois Future Shock DDT sur Drew McIntyre, sur Bobby Lashley, pardon. On peut pas se le faire lui-même, c'est c'est un peu compliqué. Et donc du coup oui il a réussi à faire 3 Future Shock DDT sur Bobby Lashley et là on se dit ça y est c'est fini après ces 3 Future Shock DDT c'est la fin, c'est peut-être la victoire de Drew McIntyre et puis finalement non. Il a kick out Bobby Lashley. À ce moment là on se dit ce match est incroyable et qu'est-ce qui se passe? Et bien les fans commencent à chanter This is awesome, c'est génial. Et donc Bobby Lashley et Drew McIntyre avaient jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là en tout cas, fourni un très très bon match. Je le dis, je le répète, un très très bon match. Puis ensuite, on a une petite période de domination de Bobby Lashley après quelques coups de McIntyre. On se retrouve avec un Kimura Lock de Drew McIntyre, mais Bobby Lashley touche les cordes. Donc là encore, le Kimura Lock sera contré. Puis on finit avec MVP qui intervient, alors il intervient par la simple parole, donc il vient essayer de distraire Drew McIntyre, et à suite à cela, quelques minutes après, on a une soumission de Bobby Lashley qui tente de faire une prise de soumission, donc il tente de faire une prise de soumission sur Drew McIntyre, et celui-ci eh bien, semble s'évanouir, et que fait l'arbitre? C'est là, à un moment, je pense, l'un des moments les plus, enfin, le moment polémique de ce combat. Il n'a pas dit qu'il l'abandonnait, d'ailleurs c'est souligné par les commentateurs américains, Michael Cole et ses acolytes. Euh, il n'a pas dit qu'il l'abandonnait, donc, mais l'arbitre avait constaté qu'il s'était presque évanoui, et du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pensé différemment, l'arbitre, et il a dit voilà, le match est fini, victoire de Bobby Lashley. Et du coup, voilà, on se retrouve avec une victoire de Bobby Lashley à WrestleMania devant le public. Et donc du coup, eh bien, voilà, victoire de Bobby Lashley. Alors mon avis sur ce match, c'est que ça a été un super match finalement, hein. On a eu pas mal de bons coups, des bons finishes, des bons finishers, pardon. Je pense notamment aux 3 Future Shock DDT de Drew McIntyre. On a eu un match assez, on va dire, équilibré par période en fait, et un moment de domination de McIntyre, et puis en fait, non même pas un moment d'équilibre. En fait, on a eu surtout des moments de domination plutôt de Bobby Lashley. J'étais en train de m'embrouiller avec un autre match, mais non, effectivement, Bobby Lashley a plutôt dominé, on va dire 60% du combat, 60, 65, 70% du combat. Et donc du coup, eh bien, une victoire, on va dire, peut-être logique pour Bobby Lashley, mais voilà, pour moi, la fin, elle est un peu à désirer parce que voilà, finir ce bon combat, parce que jusqu'à présent, c'était jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment de la prise de soumission de Bobby Lashley, c'était un très très bon combat, hein. Un très très bon combat, un très bon combat divertissant. Il y avait pas mal de choses. C'est un combat assez athlétique. Et puis voilà, pour moi cette fin est un peu à désirer et du coup c'est pour ça que pour moi c'est pas le meilleur match de la soirée mais ça pourrait être. Mais voilà, c'est un super match néanmoins. Voilà, juste la fin qui est à désirer. Alors on va passer du coup à la suite du show.
Juste avant de parler du Tag Team Turmoil match féminin, je veux juste souligner que il y a eu une petite apparition de la NWO avec Titus O'Neil. Et il y avait Hulk Hogan du coup dans le lot. Et Bailey apparaît pour dire que si les hosts ont besoin d'elle, elle est là. Ils partent tous et ils laissent Bailey toute seule. Voilà, un petit moment cocasse pour Bailey qui n'a pas de match à WrestleMania Nuit 1. Et qui du coup, voulait un petit spotlight. On va parler du coup du Tag Team Turmoil match féminin. Ce Tag Team match Turmoil, il décidera du coup de qui va affronter les championnes par équipe de la WWE. Et on commence du coup avec un combat entre Lana et Naomi contre Carmella et Billie Kay. Donc sur le papier, c'est pas forcément un match qui, enfin en tout cas le début, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de techniciennes. Mais ça commence assez vite sur le ring avec un tag du côté de Naomi. Puis Lana apparaît sur le ring. Bon, elle descend un petit peu parce que bon, Lana n'est pas une fine technicienne du catch, vous le savez. Mais voilà, Lana a réussi pardon, Carmella reprend le dessus. Puis fait le tag à nouveau, retag, bref, retag de Lana. Il y a une série de tags. Et, euh, et à la fin de ce petit jeu de tag, on a Billy Kay qui arrive et qui fait un petit paquet sur l'une sur comment dire sur je crois que c'était Lana, je crois que c'est Lana. Et elle fait un petit paquet et elle est aidée par Carmella qui s'appuie sur les cordes. Et du coup, Billie Kay remporte ce duel, mais pas le match, puisque juste après, le Riot Squad intervient et la team Carmella Billie Kay fonctionne bien. Tentative de refaire la prise de finition, enfin, refaire la même chose que précédemment, c'est-à-dire que Billie Kay fait un petit paquet sur son adversaire et Carmella s'appuie des cordes pour bloquer Billy Kay et faire en sorte que le compte arrive à 3, ben, l'arbitre le voit, l'arbitre le remarque, et du coup, ça ne fonctionnera pas. Et à la fin, le Riot Squad élimine Carmella, Billy Kay, et du coup, on se retrouve avec l'arrivée ensuite de Mandy Rose et de Dana Brooke. Le in-ring est plutôt bon, hein, faut dire la vérité. Hein. Mandy Rose et Dana Brooke, voilà, elles ont été plutôt correctes sur le ring avec le Riot Squad qui était pas mal non plus sur le ring, momentum assez équilibré entre les deux équipes. Euh, et puis après une série de tags, bon, il y a eu quelques petits botches, hein, notamment notamment vers la fin de ce combat. Euh, Pourquoi? Parce que au moment où le Riot Squad est éliminé, eh bien, pardon. Si je raconte, je fais le même botch, je fais le même botch. Donc du coup, on a l'annonceur du ring qui, juste après l'élimination de Dana Brooke et de Mandy Rose, dit le Riot Squad a été éliminé. Et là, l'arbitre intervient tout de suite pour dire, non, 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 ce n'est pas le Riot Squad qui a été éliminé, c'est Dana Brooke et Mandy Rose. Et du coup, sur un roll-up en plus, Dana Brooke et Mandy Rose ont été éliminés. Et c'est l'arbitre du coup qui corrige le ring announcer. Donc voilà un petit moment un petit peu caricatural pour ce show qui jusqu'à présent était plutôt correct, plutôt bon même, très bon. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur ce petit moment, à part que c'était un petit botch. On a ensuite l'arrivée de Natalia et Tamina Snuka. Alors, joli travail en tag team de Natalia et Tamina. Un travail dans le coin du ring notamment, hein. Quelques petits botch, bon par-ci par-là, Ruby Riot qui sur Tamina dans le coin du ring, elle essaie de faire une prise et puis finalement elle se trompe. Euh, mais voilà, dans l'ensemble, c'était assez beau, assez bon sur le niveau in-ring entre ces quatre femmes, entre Natalia et Tamina et puis le Riot Squad, qui a donc réussi à arriver jusqu'au bout. Et puis à la fin, on finit avec un Superfly Splash de Tamina, et victoire donc de Tamina et Natalia, à souligner que Natalia aurait pu finir ce match avec un sharpshooter, puisqu'elle avait Ruby Riot au sol qui était complètement groggy la pauvre, complètement KO. Et puis finalement,
elle a fini par laisser sa place à Tamina, et Tamina l'a achevé donc du coup avec le Superfly Smash et le tombé pour la victoire. Une victoire, rien à dire, un bon match honnêtement. J'ai rien noté de plus sur ce match. Hormis, il y a eu quelques botches, mais bon, ça arrive, c'est comme ça, c'est les aléas du show. Mais voilà, un bon match, c'est sans plus. C'était un bon match. Et en plus, le public a forcément aidé. C'est quelque chose qui, sans le public, c'est un match qui, sans le public, aurait été certainement très 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 difficile à voir dans le sens où très très peu divertissant en fait. Le public a joué son rôle, on va dire. Bref, on va passer au troisième match de la soirée, un match entre Seth Rollins et Cesaro, le Superman suisse de Suisse. Donc, c'est un match qui a une particularité, c'est que pour Cesaro, c'est son premier match en un contre un à WrestleMania, alors que ça fait plus de 10 ans qu'il est à la WWE. Donc là déjà, le, euh, vous voyez comment dire, ce qui est important pour Cesaro, parce que c'est quand même quelque chose. Cesaro, ça fait 10 ans qu'il est à la WWE. Il n'a jamais eu de match en un contre un à WrestleMania. Il n'a même pas eu de victoire, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, oui, puisqu'il n'a pas eu de match. Et donc, voilà, pour lui, c'est historique. Et Seth Rollins, de son côté, eh bien, voilà, il revient. Il voulait affronter Cesaro. Bon, rien à dire sur ce coup-là. Seth Rollins, c'est Seth Rollins. Et voilà, on va passer du coup directement à la description du combat, si je puis dire. Alors qu'on est déjà à 20 minutes de vidéo, 21 même. Euh, je vais essayer de faire très vite. Alors, on commence ce premier match donc du coup par un uppercut européen de Cesaro. Du catch très technique de la part de Cesaro avec des corkscrews. Vraiment un catch très technique de la part de Cesaro. Donc c'est un combat qui commence sur des chapeaux de roue avec pas mal de bons coups, hein, du catch très technique. Superplex de Rollins depuis le coin du ring, et plus prise de finition, donc une prise de finition qu'il avait fait effectuer. Alors j'ai pas retenu le nom de la prise qu'a fait Seth Rollins, mais c'était une prise assez efficace. Et puis il a tenté le tomber, et là il n'a eu que deux. Cesaro s'est ensuite relevé, il a commencé à dérouler avec une série d'uppercuts, plusieurs tentatives de Cesaro swing, donc, et il en a fait. Il en a fait un avec 9 tours, puis ensuite il a enchaîné avec un sharpshooter, mais il n'a pas réussi à faire abandonner Seth Rollins. Seth Rollins ensuite, après cette série d'attaques de Cesaro, il reprend un petit peu le momentum, continue avec un catch assez technique entre les deux, et puis Cesaro arrive avec un neutralizer, et là, eh bien, il n'a qu'un compte de 2. Euh, suite au neutralizer de Cesaro et au compte de 2, on se retrouve avec un Seth Rollins qui reprend de l'énergie, qui enchaîne avec un pedigree, et du coup Seth Rollins enchaîne avec une série de coups encore assez techniques là encore. Donc vraiment un spectacle, je veux dire, au niveau des prises, c'était très très bon et il ne réussira pas à faire le tomber. Cesaro fait ensuite le UFO, donc le Unknown Flying Object pour UFO. C'est une prise, je ne sais pas exactement comment je pourrais la décrire, l'UFO, mais, euh, mais c'est une prise que Cesaro fait qui est assez récente d'ailleurs. Bon, j'ai pas eu le temps de décrire exactement la prise puisque dans mes notes j'ai pas, j'ai juste noté le nom de la prise. Mais suite au UFO, Cesaro a enchaîné avec un Cesaro Swing et il a fait 23 tours sur lui-même. C'était assez extraordinaire. Et puis avec le jeu de la foule, c'était magnifique. Et puis il a enchaîné avec un Neutralizer pour finir avec une victoire de 3. Et honnêtement, c'était un match tellement extraordinaire. Enfin, pour moi, hein. C'était un match tellement extraordinaire que j'ai pas vu le temps passer. Et honnêtement, moi dans mes commentaires, dans mes notes, j'ai juste mis super match. Honnêtement, pour moi, c'est le match de la soirée, je pense. Euh, on va voir plus tard dans la soirée ce qu'il y aura comme match, mais pour l'instant, en tout cas, à ce moment-là du match, c'est le meilleur match de la soirée et de loin. Même si les matchs précédents étaient plutôt bons, je pense notamment à Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Et donc voilà, super match de Cesaro et de Seth Rollins
qui du coup nous ont fait un très bon, très très bon match. Ensuite, après cela, on enchaîne avec le Raw Tag Title, le match entre le New Day et AJ Styles et Omos. Donc on se retrouve avec Kofi Kingston et Xavier Woods contre AJ Styles et Omos. Et comment dire, eh bien, on commence avec un début de match, parce que là je vais rentrer directement dans le vif du sujet. On commence avec un début de match en rythme entre AJ Styles et Kofi Kingston. Il y a quelques mind games de la part de New Day pour provoquer Omos. Mais voilà, joli travail en tag de New Day à souligner, hein, domination de l'équipe de New Day en début de match. Kofi Kingston qui essaie d'empêcher Styles de faire le hot tag. Donc Kofi Kingston, qui, pour ceux qui ne savent pas, le hot tag, c'est le fait de donner la main à son équipier pour qu'il rentre sur le ring et surtout le faire de façon très rapide et au bout de souffle pour eh bien qu'il y ait un momentum derrière. C'est ça le hot tag. En tout cas, j'espère vous l'avoir décrit parfaitement. Et donc voilà, Kofi Kingston essayait d'empêcher AJ Styles de faire le tag puisqu'il savait que Omos, qui est assez grand, assez physique, assez costaud, assez balèze, eh bien il voulait l'empêcher de rentrer sur le ring puisqu'il savait qu'il y aurait danger avec l'arrivée de Homos. Et puis finalement, eh bien, hot tag effectué par AJ Styles. Et là, du coup, Homos arrive. Sa taille est impressionnante. Il enchaîne une série de coups de bélier, puis un backbreaker. En tout cas, c'est ce que je pense qu'il est, puisqu'il prend son adversaire, il lui fait un coup de genou dans le bas du dos. Et il éclate à lui tout seul les tag team champs. Et du coup, Homos eh bien, finit par faire un chokeslam et remporter la victoire avec un pinfall assez original pour le coup, puisqu'après le chokeslam, eh bien, de Homos, hein, un chokeslam effectue un chokeslam, eh bien, AJ Styles demande à Homos d'effectuer la victoire en mettant juste son pied sur son adversaire, et donc Homos effectue le tombé et le compte de 3 et obtient du coup la victoire. Et du coup, AJ Styles et Homos deviennent Tag Team Champs. Et honnêtement, pour vous donner mon avis sur ce match, un match qui a plutôt bien commencé d'ailleurs, puis l'arrivée d'Homos a complètement terminé le match, dans le sens où à partir de l'arrivée d'Homos, le match a complètement changé de physionomie. Euh, et voilà, et donc du coup c'est un très très bon match. Un très très bon match, très très bien scénarisé. Homos, on voit que c'est clairement le futur de la WWE, Homos ou Hamas comme ils disent les Américains. Et du coup, eh bien, on se retrouve avec un bon match. J'ai déjà répété plusieurs fois que c'était un bon match, mais oui, y a pas grand-chose à dire honnêtement, hein. C'est un match qui s'est déroulé plutôt dans deux temps en fait. On a eu un temps la domination de la New Day, puis ensuite l'arrivée de Homos et la domination de l'équipe Homos et AJ Styles. AJ Styles qui ne semble pas mis en avant dans ce match, c'est dommage. Mais bon, on prend, surtout qu'Homos, ça va être, je pense, le futur de la WWE, une future grande star qu'il faut surveiller. En tout cas, c'est ce que clairement a donné ce match. Et donc, voilà pour ce Tag Team Championship de Raw, ce match de championnat par équipe de Raw. On enchaîne du coup avec, avant de commencer avec le quatrième match de la soirée, on a une annonce de WWE 2K qui annonce WWE 2K22 qui serait pour bientôt. Alors je ne sais pas s'il y aura une annonce lors de la nuit 2, une annonce de date, parce que bah, il y a juste écrit pour bientôt. Mais voilà, WWE 2K22 est annoncé. Euh, on se doutait bien qu'il y aurait quelque chose avec l'annonce de Touquet qui avait dit qu'il y aurait une annonce à WrestleMania. Donc voilà, reste à voir comment va être le jeu, quels vont être les screenshots. On a eu quelques petites images, mais là encore c'était trop rapide pour se faire une idée de ce que sera la prochaine monture de jeu de catch de la WWE. On enchaîne du coup avec le quatrième match de la soirée. Je vois que ça fait déjà presque 30 minutes que je suis en train de parler. Je vais essayer de faire le plus vite possible. Le quatrième match du coup de la soirée, c'est un Steel Cage match entre Shane O'Mac et Braun Strowman. On va remarquer d'ailleurs qu'au début du match, il y a Shane O'Mac qui voit une intervention d'Elias avant le début du match. Après cette intervention, on voit une série de coups de chaise de Shane O'Mac sur Braun Strowman.
Donc là aussi, tout ça c'était prévu pour que Shane O'Mac puisse avoir le dessus sur Braun Strowman et essayer de gagner le combat. Mais voilà, Braun Strowman se rattrapait et, suite à cela, eh bien, on a vu Shane O'Mac qui a essayé de fuir. On l'a vu plusieurs fois dans le show essayer de fuir. Il y a aussi un moment où, par exemple, Shane, quand il est sur le ring, il essaie de trouver un autre objet. Il trouve un autre objet. Là, dans ce cas-là, c'est un morceau de métal. Et il attaque Braun avec ce morceau de métal. Donc, c'est un petit carré de métal. Je pense pas que ce soit de métal, mais voilà, c'est comme ça qu'on nous l'a décrit, notamment les commentateurs américains. Et il essaie de frapper Braun Strowman avec. Et après l'avoir frappé, il essaie dès qu'il peut d'essayer de fuir en fait. Et voilà, Braun Strowman reprend le dessus une nouvelle fois, après ce coup de morceau de métal dans la figure, en envoyant Shane contre les côtés de la cage en acier plusieurs fois pour essayer de l'assommer. Shane, qui était en difficulté, a réussi à reprendre du momentum en se concentrant sur une partie de la jambe de Braun Strowman, puisque Braun Strowman était un peu blessé. Puis on enchaîne avec une prise, un coast-to-coast de Shane O'Mac, qui essaie de s'enfuir après le coast-to-coast avec l'aide de Elias. Mais voilà, Braun Strowman l'en empêche. Shane McMahon qui a ensuite trouvé une machine à outils. Alors là, ça aussi, c'est incroyable. C'est qu'on est sur un sommet d'une cage. Normalement, il n'y a pas beaucoup d'objets en fait. Dans une cage en acier faite par la WWE. Et là, on a une espèce de sacoche. Alors on se demande qu'est-ce qu'il y a dedans. Shane monte. Il met sa main dedans et puis il en sort une boîte à outils rouge et frappe ensuite et assomme Braun Strowman. Et là on se dit ça y est, le combat est fini. Et il tente de s'enfuir et au moment où Shane McMahon, qui est passé au-dessus du sommet de la cage et est en train de redescendre en étant dans la partie extérieure de la cage, eh bien, Braun Strowman reprend ses esprits, il arrive, il prend la main de Shane O'Mac qui est encore accroché sur la cage avant de descendre. Il était sur le point même de descendre, Shane O'Mac, et en prenant la main de Shane, alors là on voit quelque chose d'assez incroyable, c'est que Braun Strowman déchire la cage en acier, enfin en acier, vous comprenez, hein, je pense que c'est pas vraiment de l'acier, mais voilà, il déchire un petit peu la cage et ensuite, eh bien, il remet Shane à l'intérieur de la cage euh, et, euh, et ensuite, eh bien, après avoir déchiré cette cage et après avoir remis Shane O'Mac à l'intérieur, les deux vont continuer à se battre. Les deux vont se retrouver du coup sur le sommet de la cage. Et Braun Strowman, pardon, envoie Shane O'Mac depuis le haut de la cage sur le ring avec une force incroyable. Et on se dit ça y est, c'est fini. Le match est terminé. Donc les deux hommes se sont retrouvés sur le sommet, sur l'un des côtés du haut de la cage, puisqu'il n'y a pas de toit à proprement parler sur cette cage. Et du coup, ils étaient tous les deux en train de se battre. Et Bobby Lashley, qu'est-ce que je raconte? Braun Strowman, pardon, réussit à envoyer Shane O'Mac depuis le sommet du côté de cette cage vers le sol du ring. Et là, on se dit, ça y est, c'est fini. Le combat est terminé. C'était un super coup quand même de la part de Braun Strowman. Et puis il revient dans le ring, Braun Strowman. Il fait le running power slam et finalement il finit par un compte de 3. Victoire de Braun Strowman après un running power slam. Et du coup, eh bien, mon avis sur ce match assez peu technique, hein, faut le dire, il y avait eu beaucoup de prises de catch, mais néanmoins, il y a eu beaucoup d'utilisation d'objets, hein. Je pense notamment à la boîte à outils, je pense notamment à l'objet en acier. Il y a eu un gros spot, le coast to coast, bien évidemment, que je vais souligner. Et voilà, non, c'est un match vraiment correct. Et voilà, sans plus. Le niveau était quand même assez élevé ce soir-là, je trouve, à la nuit 1 de WrestleMania. Et pour l'instant, en tout cas pour moi, ça aurait été le moins bon match de la soirée. Je dirais pas le pire, mais le moins bon match. Néanmoins, voilà, c'est un match correct et il n'y a rien à dire. Il y a eu du spot, il y a eu du divertissement. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on demande à un match à WrestleMania. Un match qui envoie quelque chose. On a eu Shane O'Mac qui n'est pas passé
poing débile, il a réussi à se défendre même s'il y a eu des interventions extérieures à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Mais voilà, c'était un match correct. Ensuite, on enchaîne avec la suite du show, donc le cinquième match de cette nuit 1 de WrestleMania, et on enchaîne avec une arrivée de lapins blancs, et là on se demande, mais qu'est-ce qui se passe des lapins blancs? Est-ce que ce serait pas l'entrée de Bad Bunny? Eh bien non, c'est l'entrée de Miz et Morrison qui arrivent, ils chantent sur leur entrée avec leur chanson, leur single Hey Hey Ho Ho, puis ils dansent sur le ring avec les lapins, c'était assez drôle. Du coup, on se retrouve pour un match entre The Miz et Morrison en tag team contre Bad Bunny et Damien Priest. Et pour tout vous dire, le début du match était assez nul en fait, je trouve, avec un coup de poing de Bad Bunny, juste un petit coup de poing de Bad Bunny. Donc pas grand chose parce que en fait au début du match, The Miz trouvait et jouait un petit peu l'arrogant. Voilà, il pensait que Bad Bunny n'y arriverait pas puisque Bad Bunny commence le match. Pas grand chose du coup en début de combat, puis au bout d'un moment ça s'enflamme, attaque de Bad Bunny, mais Miz se ressaisit très vite. Alors quand je dis attaque de Bad Bunny, c'est que Bad Bunny enchaîne les petits coups de poing, mais il va étonner sur ce match Bad Bunny, puisque il semble savoir se défendre sur un ring. Il enchaîne avec un Hurricane Rana, je me rappelle, un Hurricane Rana de Bad Bunny, il étonne, et il étonne même de Miz qui est complètement choqué, et on se retrouve ensuite avec Morrison qui fait un tag, Miz qui reprend le dessus sur le match, et domination ensuite de l'équipe Miz Morrison, puisque Beat Bad Bunny n'a pas beaucoup d'expérience forcément. Il reste sur le ring. On se demande alors est-ce que Damien Priest va rentrer sur le ring. On pense d'ailleurs que le match va se finir comme ça. Puis Bad Bunny sort un tornado tag sorti de nulle part. Un tornado DDT, pardon, sorti de nulle part. Et puis fait un hot tag, donc le fameux changement d'équipier en dernier recours. Le Bad Bunny qui sort un tornado DDT, là c'était absolument bien réalisé de la part de Bad Bunny, qui clairement en tant que chanteur il a prouvé ses qualités athlétiques, ça c'est indéniable. En faisant un hot tag, le match change alors de tournure, le momentum est du côté de Bad Bunny et de Damien Priest. Damien Priest qui tente d'ailleurs un double tombé à un moment donné avec Bad Bunny, mais ça échouera à deux. Et puis, au moment du retour sur le ring, The Miz effectue un Skull Crushing Finale sur Bad Bunny, puis tombe, enfin fait le tomber plutôt, et voit son tombé raté, puisqu'il n'y aura qu'un simplement deux, et du coup, eh bien, on se retrouve avec un Bad Bunny qui se reprend juste après, et qui fait un DDT magistral sur John Morrison en dehors du ring. Un DDT, mais t'as l'impression que John Morrison il va se briser la nuque, tellement il a été bien fait le DDT. Et tout le monde est assez choqué en fait de ce qui vient de se passer. Et puis, euh, et puis on se retrouve quelques instants plus tard avec Bad Bunny qui est sur le ring et qui fait un crossbody et qui enchaîne avec la victoire. Victoire de Bad Bunny et de Damien Priest sur un crossbody. Honnêtement, pour vous donner mon avis maintenant sur le match, je suis très surpris par ce match et par Bad Bunny, puisque voilà, Bad Bunny c'est un chanteur à l'origine, et finalement, ouais, c'est un très très bon match, surtout que les hosts à l'origine, comme le disait Michael Cole, les hosts à l'origine, voilà, ils font des matchs, mais on les voit pas beaucoup performer, faire des prises. Et là, honnêtement, j'ai été très surpris. Et donc, pour moi, ça a été un très très bon match, même si le début n'était pas extraordinaire. Étant donné le peu d'expérience de Bad Bunny, clairement, c'est un très très bon match. Et donc voilà, pour moi, c'est un très bon match de la soirée. Bon, pas le meilleur, mais un très bon match. Et ceci, eh bien, clôture mon avis sur ce match. Ensuite, on va passer vers le main event de la soirée. Le main event qui, bien évidemment, concerne le SmackDown's Women's Title, donc le titre de féminin de SmackDown, et un match exceptionnel, un match, que dis-je, entre Sasha Banks et Bianca Belair, la EST of WWE. L'EST, donc c'est les trois lettres qui finissent Best, Strongest et Fastest, un truc comme ça, tout ce qui est en EST en anglais.
pour Bianca Belair, donc tous les adjectifs qui disent que c'est la plus forte, que c'est la plus puissante, que voilà, tout ce que vous voulez. Et donc, on a un main event qui est un main event de la WWE, donc de WrestleMania, qui est historique. Historique pourquoi? Puisque c'est la première fois que ces deux superstars se retrouvent pour un main event. Donc Sasha Banks et Bianca Belair, un main event de WrestleMania qui plus est. Il est leur premier main event à elles. Et du coup, on se retrouve avec les deux superstars qui sont en larmes en début de match. En larmes, oui, oui, je vous le dis bien, en larmes. Sasha Banks et Bianca Belair en larmes au début de match, c'est normal. C'est un match qui a une énorme signification pour les deux, puisque les deux ont rêvé d'accéder au main event de WrestleMania. C'est un peu l'objectif principal de toutes les superstars de la WWE et même toute personne qui adore le catch en général. Elle adore la WWE. Donc arriver en main event, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, donc les deux étaient en larmes. Pour revenir au match du coup. Eh bien, le match, bon, à part une petite incompréhension au début de match avec un petit botch, mais rien du tout quoi. Euh, on a franchement un match qui commence avec par exemple Belair. Je vais prendre un petit moment du match. Je vais pas commencer par les deux prises euh, parce que le début de match, bah, il était plutôt, c'était des prises au milieu du ring. On a Bianca Belair à un moment donné qui jette Banks dans le ring et le rythme s'accélère. Match équilibré, c'est ce que j'ai noté, un match équilibré entre les deux. Donc on a un momentum d'un côté qui vient pour Bianca Belair et puis un moment qui va vers Sasha Banks. On a des enchaînements de belles prises, notamment une belle souplex de Bianca Belair, un 450 splash de Bianca Belair aussi à un moment donné qui est contré par Sasha Banks. Et puis un coup c'est Bianca Belair, un coup c'est Sasha Banks, comme j'ai précisé précédemment. Le momentum varie. Et puis, au bout de ces prises qui sont super, hein, honnêtement, il n'y a rien à dire. Il y a du technique, il y a du tactique, il y a tout ce que vous voulez. Il y a de l'enjeu, il y a du suspense. On ne sait pas qui va gagner, puisqu'un coup c'est Bianca Belair qui est bien, un coup c'est Sasha Banks. Et on a cette claque de Bianca Belair avec ses cheveux. Alors on entend le claquement, mais d'une puissance phénoménale. Ça fait clac. Et c'était incroyable. Et pourtant, l'arène était remplie de personnes et il y avait du bruit. Et on a d'ailleurs vu la trace sur le côté du ventre de, euh, de, euh, de, euh, Sasha Banks, pardon. Et du coup, eh bien, c'était une claque monumentale. Tout le monde était choqué de ce bruit. Et puis finalement, Bianca Belair arrive sur un Kiss of Death sur Sasha Banks. Elle fait son Kiss of Death et victoire ensuite de Bianca Belair. Un compte de 3, 1, 2 et 3. Victoire ensuite de Bianca Belair sur Sasha Banks. Une claque, ce match aura été une claque, honnêtement. Superbe match. Il y a du suspense jusqu'au bout. On ne savait pas qui est-ce qui allait gagner ce match dramatique, puisque, comme l'a dit Michael Cole, notre ami commentateur américain, c'est un match dramatique. Mais peu importe qui gagne, de toute façon, l'essentiel, ça aurait été de participer à ce main event. Et, euh, et voilà, et du coup, voilà, c'était une superbe surprise. Moi, je m'attendais pas à ça. Pour être honnête, j'ai pas suivi la Road to WrestleMania en entier, puisque voilà, je vais après donner mon avis sur le show, mais j'ai pas suivi toute la Road to WrestleMania parce que les shows sans public c'est vraiment particulier. Mais voilà, c'est un superbe match. Technique, il y avait tout. Technique, vitesse. Bon, il y a eu des moments où ça s'est un petit peu arrêté, mais bon, c'est pour reprendre le souffle. Euh, et voilà, et donc du coup, il y a eu beaucoup de choses. Je dirais pas que c'est le match of the night, mais c'est l'un des matchs of the night, clairement. Donc il y a eu même des votes, la plupart des fans s'accordent à dire que c'était le meilleur match de la soirée. Moi je vais donner mon avis sur quel était le meilleur match de la soirée honnêtement, mais pour moi il y a de fortes chances que c'est le soit. Et donc il y a rien d'autre à dire à part le fait que c'était un superbe match et un superbe main event pour conclure un show qui aurait été
historique, puisque je vais donner mon avis. C'était un super show qui a commencé par un retard dû à une météo, donc c'est vraiment une variante qui n'est pas de la faute de la WWE ou des fans ou de la technique. Bref, un super show et puis un superbe finish. Et donc c'est un show incroyable qu'on a assisté là. Et je dois vous le dire, le retour du public, ça aussi c'était énorme. Ça a fait super plaisir de voir le retour du public, d'avoir enfin le hurlement de la foule, d'avoir voilà quelque chose de concret finalement, et pas non un bruit de fond ou comme l'année dernière à WrestleMania où il n'y a pas de public et où tu entends le cri des catcheurs et où tu as l'impression que c'est quelque chose qui est enregistré, enfin voilà quoi, qui est quelque chose qui est enregistré. WrestleMania 36 était enregistré, mais voilà, c'était vraiment incroyable. Et du coup, eh bien, je vais parler de la Road to WrestleMania. Euh, Avant de finir sur ça, je veux juste souligner que c'était une belle soirée en tout cas, et que j'ai hâte de voir ce que va donner la nuit 2 de WrestleMania, donc la nuit 2 qui suivra, donc du coup la nuit du 11 avril au 12 avril 2021. Donc je voulais souligner que la Road to WrestleMania, je l'ai pas trop suivi, mais je voulais donner un crédit aux créateurs de contenu, de vidéos de la WWE, parce qu'ils ont fait un travail exceptionnel. La Road to WrestleMania n'était pas extraordinaire, elle n'a pas vraiment accroché la plupart des fans. Je ne l'ai pas senti comme une Road to WrestleMania classique. Euh, Vous me direz, l'année dernière, c'était pareil, puisque on a eu un WrestleMania qui était à porte ferme, qui était au Performance Center, et il n'y avait pas de fans. Et donc il n'y avait pas vraiment une grosse hype, mais il y en avait quand même un petit peu, puisque dans les premiers shows de la Road to WrestleMania de l'année dernière, il y avait eu du public, il y avait eu le Royal Rumble avec le retour d'Edge, et puis les derniers shows de la WWE en date, c'était un SmackDown du mois de mars 2020, et donc voilà, donc il y avait eu quand même du public dans la Road to WrestleMania de l'année dernière, là il n'y en a pas eu du tout. Et donc la Road to WrestleMania, on était en droit de se penser, avant de ce début de show, que ce show allait être peut-être une catastrophe, puisque d'un côté la WWE avec le Thunderdome avait une bonne idée de mettre des fans en fond avec leur webcam qui apparaissent comme ça dans le fond. Mais les réactions des catcheurs dans les shows WWE qui sont sous le Thunderdome, tout est créé artificiellement. Et du coup, eh bien, ça donne un avant-goût un petit peu amer, un petit peu bizarre des shows de WWE, puisque là, on te donne un catcheur qu'on veut que tu aimes. Et on sait que d'habitude, le public américain choisit les catcheurs en fonction de ce qu'il fait sur le ring, en fonction de son charisme, en fonction de différents critères. Et donc, eh bien, j'étais en droit de me poser la question, et je me posais même la question, comment va être le show de la nuit 1 de WrestleMania avec le retour du public, et comment va être la réaction des fans aux catcheurs, la réaction des fans, est-ce que l'équilibre heel-face, donc gentil et méchant, allait être respecté, et puis finalement, eh bien, on s'est rendu compte que plutôt oui, notamment le dernier match entre Sasha Banks et Bianca Belair, il y a eu le public qui a commencé à chanter Let's go Sasha, Let's go Bianca Belair, hein. Enfin, je crois que c'était Bianca ou Belair, je sais plus. D'un côté Banks et d'un côté Belair, pardon, Belair. Et, euh, et donc du coup, eh bien, voilà, on a un public qui s'est adapté, franchement, on n'a pas eu de problème de heal qui a été sollicité et de face qui a été hué. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'était une retour WrestleMania qui n'était pas évidente. Et comme je l'avais souligné, le travail des créateurs de contenu de vidéos de la WWE est fantastique, puisque ils ont réussi à récupérer ces images de shows qui n'étaient pas forcément, extraordinaire, et ils ont réussi à faire des présentations vidéo exceptionnelles, super propres, super bien présentées. Enfin, voilà quoi, c'était vraiment 5 étoiles. Les présentations vidéo. De toute façon, la WWE est très très forte dans la présentation de matchs. Elle a toujours été, je pense que c'est un fait. Et ce WrestleMania là le montre également. Voilà, c'est tout.
pour ce podcast. Avant qu'on se quitte, je vais donner quand même le match de la soirée. Alors vous allez vous dire, tu vas élire certainement Bianca Belair contre Sasha Banks. C'est pas possible, pas autrement. C'était le meilleur match de la soirée. Ça l'était, l'un des meilleurs matchs. Mais pour moi, et j'ai beaucoup hésité, ça sera quand même Cesaro contre Seth Rollins. Pourquoi? Parce que c'était un match assez technique. Il y a eu pas mal de bonnes choses entre Cesaro et Rollins. Il y a eu pas mal de prises différentes. Bon, il y a eu des Cesaro swing, il y a eu le public qui a accroché. Après, il y a un autre match. Il y avait aussi le match d'ouverture entre Drew McIntyre et Bobby Lashley qui était digne d'être le meilleur match de la soirée, puisqu'on a commencé quand même sur du très fort, hein. On a commencé sur le titre de la WWE, le match de titre de la WWE. Donc, mais ce match-là ne figure pas pour moi comme étant l'un des meilleurs ou le meilleur. Enfin, si, c'est l'un des meilleurs, mais c'est pas le meilleur de la soirée, puisque pour moi, le raté, la fin a été un peu gâchée. Ça met pas en valeur Bobby Lashley, selon moi, hein. Et ça met pas non plus en valeur AJ Styles. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Drew McIntyre, j'ai une nuit courte, excusez-moi. Et du coup, eh bien, voilà, c'est pour ça que moi j'ai choisi Cesaro contre Rollins. Et voilà, donc pour moi, si je dois dire le meilleur match de la soirée, c'est Cesaro contre Rollins. Mais c'est pas le seul très très bon match de la soirée, hein, parce qu'il y en a eu d'autres. Donc Bianca Belair contre Sasha Banks et Bobby Lashley contre Drew McIntyre. Excellent aussi, le excellent Miz Morrison contre Bad Bunny et Damien Priest. Et il y a aussi le match féminin, Turmoil Tag Team Match. Bref, il y a eu pas mal de très bons matchs ce soir. C'était un très très bon show. Et hâte de vous retrouver pour le prochain podcast sur la nuit 2 de WrestleMania. Hâte de voir ce que ça va donner. Et voilà pour ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Je tiens à m'excuser si j'ai pas d'image à vous montrer. C'est que voilà, les droits d'image, c'est quand même quelque chose d'assez essentiel. Et la WWE ne rigole pas avec ça. D'autant que voilà, moi j'aurais bien aimé mettre des images de WrestleMania, mais bon, j'ai pas les droits, donc je ne peux pas me permettre de faire ça. Je suis une petite chaîne, donc forcément, il n'y a pas forcément les droits. Mais voilà, je tenais à vous partager mes sentiments sur ce show et comment il s'est déroulé. Je voulais partager avec vous eh bien, ma passion pour le catch. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast. Et c'est pour ça que ce podcast est de retour, le podcast catchesque. Voilà, merci pour tout. Merci d'avoir suivi ma vidéo. C'est Tom23DS. Et on se retrouve au prochain podcast pour la nuit 2 de WrestleMania 37. C'est Tom23DS. À vous les studios. Bye.